Donc, encore une fois, bienvenue à notre OVH Cloud Tech Talk de ce soir. Ce soir, je suis très content de vous présenter Jean-Luc Eguiner. Il est directeur technique de la partie data chez nous et il va nous faire une introduction à l'intelligence artificielle. Quand il m'a proposé le sujet, je dois avouer qu'au début, il me dit « Oh, ça va peut-être faire un peu trop technique », mais il m'a rassuré. Il m'a dit qu'il va utiliser le même type d'approche qu'il a utilisé pour les différents articles qu'il écrit pour notre blog. D'ailleurs, c'est là le titre de la conf, sans maths et sans bullshit, bien entendu. Mince, il va falloir effacer ça de l'enregistrement YouTube avant de le mettre en ligne. Donc, sans plus d'attente, je vous laisse dans les mains de Jean-Louis. Allez, Jean-Louis, merci encore. Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Donc effectivement, on va dire sans bullshit et puis surtout, on va faire sans maths parce que finalement, il n'y a pas tant que ça besoin de maths. Je vois beaucoup d'approches d'IA pour apprendre l'IA sur Internet. Et puis, parce que c'est principalement là que ça se fait, encore un peu, enfin aussi, ça commence à se faire à l'université, mais la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est des approches un peu on va dire, bottom-up où on tape toutes les maths, etc. Et puis finalement, ce qu'on va regarder dans cette présentation, c'est que le deep learning, c'est pas si compliqué. L'IA et le deep learning sont pas si compliqués et qu'on n'a pas besoin de connaître forcément toutes les maths. Il y a des boîtes qui font déjà tout ça, des petites boîtes, des boîtes noires qui font déjà tout ça. Ce qui est important, c'est de comprendre le contexte pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire, pour en maîtriser le contenu. Mais on n'est pas obligé d'écrire soi-même toutes les formules mathématiques. Donc, effectivement, je me suis pas mal inspiré des blog posts qu'on avait déjà diffusés depuis près, ça fait 1 an qu'on diffuse régulièrement des blog posts. Il y en a plusieurs. Il y en a sur l'intelligence artificielle, deep learning, comment on entraîne un réseau de neurones, le scale des réseaux de neurones, et puis aussi des sujets un petit peu plus bas niveau sur tout ce qui est GPU et tout ça. Donc, je vous invite à aller lire le blog OVH. On est quand même assez actif là-dessus. Puis, les articles sont relativement intéressants, même si je suis un peu biaisé. Donc le titre, c'était l'introduction à l'IA pour les noobs, pas de maths, c'est promis, et c'est promis, on va pas faire de maths. Enfin, j'espère que vous ne serez pas lésés là-dessus. Donc oui, je m'appelle Jean-Louis, comme m'a présenté Horatio. Je suis directeur technique chez OVH depuis 3 ans. J'ai fait du retail avant, j'ai fait de la pub web avant, des gros systèmes de pub web, et puis j'ai fait travailler dans différentes institutions, mais tout ça pour dire que la data, enfin la donnée, en fait, moi je suis tombé dedans par le métier, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va expliquer comment on le traite par le métier et pas par les mathématiques. Vous pouvez me suivre sur Twitter, je suis pas mal actif là-dessus, et puis aussi sur LinkedIn, si vous voulez. Donc ça, c'est une photo de moi jeune, il y a 3 ans. Depuis, j'ai coupé les cheveux. Et on y va, on rentre dans le sujet. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est l'IA, pourquoi tout le monde en parle? Donc là, c'est plus pour ajuster le niveau pour tout le monde. On va dire que c'est la 4e révolution industrielle. La première, c'était on va automatiser l'humain et on va rendre toute la mécanisation, tous les efforts mécaniques que fait l'humain, c'est-à-dire les soulever, etc., on le fait grâce à des systèmes à la vapeur. C'était la première révolution industrielle. On a réussi à mettre la force dans les machines. La 2e révolution industrielle, c'était la production de masse grâce à l'électricité, etc. Et donc, on a réussi à faire des chaînes d'assemblage. La 3e révolution industrielle, c'était l'automatisation. Donc, on a commencé à automatiser l'intelligence. Donc, on ne fait pas, on va dire, l'intelligence musculaire. Donc, on est capable de non seulement mettre de la force dans les robots, dans les outils, mais on est capable aussi de leur donner une certaine autonomie pour effectuer un certain nombre d'actions qui sont pseudo-intelligentes. On va dire ça, qui ont des mouvements préprogrammés. Puis la 4e révolution industrielle, c'est tout ce qui était l'intelligence artificielle, le big data, la robotique. Donc contrairement à ce qu'on a vu avant sur l'électronique, les ordinateurs et la production automatisée sur la 3e révolution industrielle, la 4e, en fait, ce qu'elle va chercher à faire, c'est qu'elle va chercher non plus à émuler la force physique, comme on l'avait fait sur les 2 premières révolutions industrielles, mais à commencer à émuler le fonctionnement du cerveau humain, donc la force intellectuelle. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc pour remettre un petit peu de taxonomie dans tout ça, il y a beaucoup de mots qui se mélangent dans les médias. Donc c'est la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va clarifier sur quoi on va travailler, puis après on va rentrer un peu plus dans le détail. Il y a le big data, la BI, le machine learning, la data science, l'IA, tout ça c'est discuté dans différents médias. Mais je vais le faire très simple. Le big data, c'est quoi? Le big data, c'est vous avez plein de systèmes dans une entreprise
qui ne sont pas faits pour se parler à l'origine. Par exemple, votre site web, votre magasin physique, le système de paiement, des données de météo par exemple. Et on va tout mettre ça dans une grosse boîte, ce qu'on appelle des data lakes, et on va tout mélanger et on va obtenir des systèmes qui n'étaient pas faits pour communiquer ensemble. Et donc, du coup, on va en retirer de l'intelligence supérieure. 1 plus 1 égale 3. Donc, c'est ça un peu le concept. Une source de données plus une source de données égale une troisième source de données qui n'existait pas à l'origine et qui a beaucoup de valeur. Souvent, les entreprises, elles ont de la BI, donc on va décrire les concepts qu'on peut voir, qu'on peut observer dans la donnée. Ensuite, il va y avoir le machine learning. Ça, c'est important de comprendre machine learning et deep learning, parce qu'on va parler essentiellement de deep learning aujourd'hui. Le deep learning est un sous-ensemble du machine learning, mais pour faire simple, on va dire que le machine learning, traditionnellement, quand on parle de machine learning, ce qu'on veut dire, c'est qu'on va utiliser un ordinateur pour répliquer des calculs qui sont complexes à faire pour l'humain, mais que l'ordinateur va faire de façon extrêmement rapide. Donc un exemple, ça peut être des projections mathématiques, des calculs de matrices, des projections d'espace vectoriel, des analyses de mathématiques à grande échelle. Ça, c'est le machine learning, on va dire classique, ou les statistiques si vous voulez. Donc je répète, le but, c'est de faire en quelques millisecondes par un ordinateur ce que nous, on mettrait des mois ou des années à faire si on devait faire les calculs à la main. Le deep learning, ça a amené complètement l'opposé. Et c'est ça la grande révolution. C'est de faire quelque chose que pour nous, ce que nous faisons en quelques microsecondes, quelques millisecondes, de reconnaître un homme ou une femme, de reconnaître un chat ou un chien, de reconnaître une voiture d'une marque ou d'une autre marque, on fait en quelques millisecondes, ça prend des années à un ordinateur pour le comprendre. Et c'est ça la grande révolution et le grand paradigme qui se pose aujourd'hui, c'est maintenant ce que nous on fait très simplement, comment le rendre très simple pour un ordinateur, ce qui était aujourd'hui quasi impossible. Et c'est ça aujourd'hui la grande révolution depuis à peu près 4-5 ans. Tout ça, ça amène l'intelligence artificielle, plus il y a besoin des experts. Évidemment, moi je ne suis pas un expert en radiologie, donc jamais je serais capable de détecter un cancer du sein. Avec tous les GPU du monde, tout le machine learning du monde, si on n'a pas les médecins, les radiologues pour aider à la machine à comprendre vers où elle va, ça sert strictement à rien. Et donc pour nous y voilà, maintenant on va rentrer dans le deep learning. Le deep learning, c'est quoi? Je vous ai dit qu'on ne ferait pas de maths, mais en fait, je triche un peu. On va faire des maths et on va juste compter. Okay, on va compter ensemble. Pour faire du deep learning, on va faire un réseau de neurones qui est le plus simple du monde. Alors, ce réseau de neurones, je l'ai hyper simplifié, mais il est issu de recherche d'un des pionniers de l'IA, qui s'appelle Yann Lequin, qui a obtenu le prix Turing l'année dernière avec 2 autres acolytes, Yoshua Bengio et Jeffrey Hinton, qui sont les 3 pères des réseaux de neurones, on va les appeler comme ça. Et Yann Lequin a été un des premiers à travailler sur ces sujets-là, en tout cas à grande échelle, et il a travaillé sur un sujet qui s'appelle MNIST. C'est un dataset de données où le but c'était de reconnaître ce qu'on appelle des digits, donc des chiffres numériques, enfin des chiffres. Voilà. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et typiquement, le cas typique, c'est de lire des chèques, par exemple. Les approches traditionnelles de machine learning, elles vont analyser les différences mathématiques entre les pixels qui sont conjoints, etc. Et là, l'approche que Yann Lequin avait décidé, c'est d'aller avec les réseaux de neurones pour avoir une approche généraliste, pour ne pas décrire de façon mathématique ce qu'on voit, mais d'avoir une approche généraliste qui est capable de traiter quasiment tous les cas. Et en fait, c'est très simple. Si vous regardez, je vais prendre par exemple le chiffre 0. Donc, je vais prendre mes annotations. Hop, j'en ai pour une seconde. Je vais regarder le chiffre 0. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer en fait mon image avec des segments qui sont hyper simplistes. Par exemple, une petite courbe qui va vers le haut, une courbe vers la gauche, une courbe vers le bas, une courbe vers la droite, des traits horizontaux, verticaux, diagonales, etc. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais entraîner mon réseau de neurones, je vais regarder par exemple les différents chiffres 0 ici, donc ce qu'on appelle des images qui ont été labellisées, c'est-à-dire qu'on est capable d'associer ces images-là à un label, le label étant 0, c'est-à-dire que je vais décrire l'objet que je vois, ici je dirais que c'est 1, ici je dirais que c'est 2. Donc je lui apprends, donc je lui donne un jeu de données pour comprendre le monde. Et on va comprendre le monde des zéros. Quand je comprends le monde des zéros, comment je le traduis? Je dis, un 0, en fait, c'est une petite courbe vers le haut, une petite courbe vers le côté, une petite courbe vers le bas, une autre vers la droite. Par contre, je ne vois aucun trait. Puis je vais faire la même chose avec le 1. Et le 1, je vois effectivement un trait vertical et un trait oblique. Je continue avec les deux. Et je fais la même chose. Et je vais faire chaque chiffre comme ça. Et je vais itérer autour ce qu'on appelle un dataset, donc un jeu de données qui est assez conséquent. Ici, vous voyez, on parle de 60 000 exemples. Donc autour de 60 000 exemples, il va compter, et mettre ça dans des petites boîtes. Et à la fin, il va faire des sommes.
et il va en gros récupérer des statistiques, il va lui donner une matrice, un peu comme une matrice de correspondance. On fait ensemble un 1, une diagonale vers le haut. Donc maintenant que cette matrice elle est apprise, on va la garder ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la regarder ensemble pour ensuite détecter un nombre. Donc j'ai une nouvelle image qui apparaît avec un 1 et un 8. Je ne sais pas que c'est un 1 et un 8, c'est un chèque qui vient d'arriver, on m'a fait 18 € de chèque, c'est très généreux au ratio, mais en réalité, les 18 €, eh ben, j'en ai aucune idée, il faut que l'ordinateur les détecte tout seul. Donc il va voir d'abord qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il va dire, il y a un oblique et une verticale. Je compte un oblique, je compte un vertical. Je vais dans ma table de correspondance et je lis toutes les lignes. Un oblique, un vertical, j'ai rien ici. Ah, un oblique, un vertical, j'ai trouvé quelque chose. Ici, j'ai trouvé qu'un oblique, un vertical, rien, rien, un oblique, rien, rien, un vertical. Quelle est la ligne qui m'a donné le plus de correspondance? Celle-ci. Donc, j'ai détecté un 1. Je vais faire la même chose avec le 8. Je vais trouver tous ces patterns-là. Je vais regarder mes différentes lignes. Et effectivement, je vais trouver que ici, j'ai trouvé bien le plus de correspondance. J'ai donc un 8. Un réseau de neurones, c'est rien de plus que ça. Et ce que vous voyez, c'est qu'ici, pour ma décision, je vais regarder sur le nombre de critères que j'ai en entrée, de patterns que je vais regarder. Je vais regarder le nombre de patterns, j'en avais 10 ici, le nombre de fois où j'ai effectivement trouvé la bonne réponse. C'est-à-dire dans la grille, le nombre de correspondances que j'ai eu. 8 sur 10, 6 sur 10, 2 sur 2. Donc pour le 1, j'ai eu 2 sur 2. Si j'avais fait les autres, j'aurais quasiment eu 0 partout. Ici, par exemple, je vois que pour le 8, la ligne 8, j'ai 8 correspondances sur 10 par rapport à mes critères. Et pour la ligne 9, j'ai 6 correspondances sur 10. Donc le 8 est mon, on va dire, le choix qui a été élu parce qu'il a plus de probabilité d'arriver. Un réseau de neurones, j'ai super simplifié, mais c'est juste ça. La réalité, elle est un tout petit peu plus compliquée. C'est que, en réalité, il y a beaucoup plus de chiffres avec des valeurs qui sont beaucoup plus élevées, parce que finalement, une image, c'est quoi? Une image, c'est juste des pixels, donc on peut leur donner des valeurs, c'est des matrices de chiffres entre 0 et n. Vous voyez parfois des écrans à 256 couleurs, c'est-à-dire que votre écran affiche entre 0 et 255 couleurs. Et donc, on peut représenter les images sous forme de chiffres, de matrices de chiffres. Et on va avoir, donc je vous expliquais un petit peu les différents patterns qu'on va reconnaître. En réalité, ça va être un peu comme le spectre de Batman qui balaye le ciel. Ces patterns-là vont être gérés par des matrices ici. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, mais qui scannent l'image pour trouver les courbes, les droites, les obliques, etc. Alors, je vous promets que je vous avais dit pas de maths. Je vous propose ça. La vraie architecture de ce que je vous ai montré pour détecter les chiffres et les lettres, c'est celle-ci. Il va y avoir des matrices qui vont scanner, qui vont donner d'autres matrices. Donc, je vous ai montré la matrice de décision, qui elle-même va être scannée, qui elle-même va être scannée, qui elle-même va être scannée, pour finir à la fin avec juste une décision que c'est un chiffre entre 0 et 9. Okay? Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que le pattern que vous avez vu, c'est pour ça qu'on appelle ça deep learning, le pattern que vous avez vu, c'est juste une seule des couches de description. Et vous allez les empiler, ces couches de description, pour être de plus en plus précis, d'avoir de plus en plus de subtilité. Donc là, je vous ai montré des formes simples, mais si par exemple je dois reconnaître un chat d'un chien, c'est pas aussi simple que des courbes et des traits. C'est beaucoup plus complexe. Idem si je dois reconnaître des marques de voitures et si je dois reconnaître un cancer. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus complexes. Plus les choses vont être complexes, plus on va arriver à empiler les couches pour avoir de plus en plus de détails. C'est à peu près ça le concept. J'avais dit pas de maths, mais j'aurais pu être pire. J'aurais pu vous proposer des formules mathématiques qui vont avec. L'idée, c'est juste de vous dire qu'il y a des modèles mathématiques qui vous permettent de faire ça. Okay, et les GPU sont extrêmement bons pour faire ce genre de choses parce que les GPU savent très très bien calculer les matrices depuis le début que ça existe, puisque depuis le début, en fait, ils ne font que ça en traitant les images. Les images sont juste des matrices, donc ça se passe très très bien pour eux. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle de réseaux de neurones? Les réseaux de neurones, en fait, c'est juste de la biomimétique. Ça veut dire quoi la biomimétique? Ça veut dire qu'on imite la nature. Et en fait, on parle de réseaux de neurones, c'est un abus de langage. C'est comme si les avions, je les appelais des oiseaux artificiels. Ça revient à la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un avion? Un avion, c'est quoi? C'est un système qui a imité la nature. Il a des ailes, il a une queue pour naviguer, et puis il y a une tête pour se guider. C'est rien de plus. C'est exactement la même chose. Okay? Alors, il y a des subtilités, évidemment.
comme dans tout biomimétisme, mais les réseaux de neurones, c'est exactement pour ça qu'on les appelle des réseaux de neurones artificiels. Ils vont essayer d'imiter le cerveau humain. Et ça, c'est un neurone humain, comme vous pouvez le voir. Il y a ici un noyau pour les cellules. Il y a ce qu'on appelle des dendrites. Donc, c'est tous les messages, les capteurs qui arrivent en fait au niveau du cerveau. Ça peut être le son, les yeux, le goût, etc. Tous ces capteurs-là qui vont remonter au cerveau et tous ces neurones aussi qui vont s'empiler les uns les autres et qui vont transmettre l'information tout au long de votre couche du cerveau. Ils vont arriver ici, ils vont arriver sur un noyau de cellules. Ce noyau de cellules va faire, entre guillemets, un calcul. Il va faire un summary, un récapitulatif des informations qu'il avait. Il va en déduire une décision et il va passer la décision à des neurones adjacents qui vont, eux, faire leur exécution. Okay, et prendre à la fin une décision. Est-ce que oui ou non, je dois retirer ma main, par exemple, d'une plaque de cuisson, admettons. Ou est-ce que je dois mettre ma main sur la plaque de cuisson? Il y a tout un enchaînement entre je vois la plaque de cuisson, je sens la chaleur, je récupère mon expérience, je récupère ma mémoire, j'en fais une déduction et à la fin, je prends une décision qui est oui ou non. Et là, vous voyez, c'est pareil que les chiffres. J'ai plein de paramètres qui sont rentrés et à la fin, je prends une décision, est-ce que c'est un 1 ou un 0? Donc, les réseaux de neurones artificiels, ils ont fait la même chose. Les neurones d'entrée, on les appelle les inputs, ils vont faire un certain type de calcul et puis ils vont envoyer un résultat de leur calcul à un autre neurone qui va, donc comme ici, un noyau, qui va faire une fonction mathématique, qui va en tirer une décision, qui va en faire une sortie, qui va venir de nouveau sur un neurone suivant, qui va faire qui va faire une fonction, émettre une décision, etc., etc., etc. Et comme le fonctionnement est très proche de celui du cerveau, on a appelé ça des réseaux de neurones artificiels. Hop. Alors, c'est quoi la recette du succès pour faire des réseaux de neurones artificiels? En fait, il y a 4 éléments, et c'est les mêmes 4 éléments qu'il faut pour construire un avion. Il faut des plans. Il faut des plans pour construire un avion, c'est évident. Si je n'ai pas de plan, je ne peux pas le construire. En réseau de neurones, ça s'appelle des architectures de réseau de neurones. Mais si j'ai les plans et que je n'ai pas les tonnes d'acier pour fabriquer l'avion, ça ne sert strictement à rien. Mais c'est la même chose dans les données. Il faut des pétas de données, ou des téras de données, ou des gigas de données, suivant les cas d'usage. Puis, parfois, il va me falloir des outils, parce que plier des tonnes d'acier, je ne vais pas le faire à la main. Donc, il va falloir des robots. Les équivalents des robots en intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle des GPU, des TPU, des FPGA, etc. C'est tout ce qu'on appelle le hardware qui va permettre de faire tous ces calculs-là pour plier les pétas de données vers l'intelligence qu'on cherche à mettre. Et puis, il faut l'expertise, parce que sans l'ingénierie, sans les process de qualité, etc., déjà, votre avion ne sera jamais certifié. Moi, je ne vole pas dans un avion qui n'a pas été certifié. Et puis, de deux, il y a un moment donné, on veut que ça tienne en l'air aussi. Donc, il va falloir vérifier la cohérence de tout le système. Et ça, c'est ce qu'on appelle les data engineers, les data scientists, les business analysts et tout ça. Le concept, il est juste de dire qu'un réseau de neurones, c'est pas compliqué, c'est pareil qu'un avion. Et puis, on va aller un petit peu plus loin après. Non seulement c'est pareil qu'un avion, mais vous verrez que c'est pareil qu'un radiateur. Le neurone, comme je disais, le réseau de neurones, en fait, ce que j'expliquais, c'était que c'était très simple. Donc là, je rentre un petit peu dans le détail. On va aller drill down, on va aller creuser un petit peu dans les couches. On va essayer de distinguer un chat d'un chien. On va tout mettre ça dans une couche d'entrée, puis les résultats, on va tous les passer aux neurones subséquents, comme je vous expliquais, qui eux-mêmes vont tous passer à tous les neurones subséquents. Donc vous voyez le nombre de combinaisons infinies qui sont en train de se faire. Mais à la fin, ce que je vais sortir, c'est juste une décision chat ou chien. Toute cette combinaison quasi infinie, qui est monstrueuse, est ce qu'on appelle les hidden layers. Et les réseaux de neurones ont été bloqués pendant des dizaines d'années parce que le nombre de combinaisons que vous voyez ici était tellement énorme qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans un ordinateur traditionnel. Mais les GPU ont permis de calculer tout ce qui était à l'intérieur, parce que tout ça, ça se traduit sous forme de grosses matrices. Et donc finalement, c'est extrêmement simple un réseau de neurones. C'est comme un radiateur. Parce que là, je vous ai parlé du réseau de neurones, mais je ne vous ai pas dit comment on l'entraînait. Je vous expliquais rapidement, mais en réalité, c'est comme un radiateur parce que quand je mets le radiateur chez moi, le thermostat à 25 degrés, par exemple, si je veux qu'il fasse chaud, ou 20 degrés, on va être plutôt tempéré, on va mettre 20 degrés, je vais définir une température souhaitée. Puis je vais comparer ça, le système va comparer ça
à la température de la chambre. Il va affecter une correction, c'est-à-dire il va dire tu chauffes ou tu t'éteins, par exemple, ou tu chauffes légèrement, qui va être transmis au radiateur lui-même, qui va transmettre l'énergie à la pièce qui a chauffé. Il y a une sonde de température qui est à même le radiateur ou dans la pièce, qui va donner ensuite l'élévation de température ou la réduction de température, qui va venir ensuite comparer la température de la pièce avec la consigne qui a été donnée, qui était par exemple 20 degrés. Ça, c'est comment fonctionne un radiateur. Vous pouvez faire la même chose avec votre régulateur de vitesse dans la voiture. Vous pouvez faire la même chose avec un régulateur d'attitude pour les avions. Tous les systèmes qu'on appelle des systèmes asservis fonctionnent comme ça, en mécanique et en électronique. Mais en fait, un réseau de neurones n'est rien de plus qu'un système qui fonctionne de la même manière. Il y a une entrée. Qu'est-ce que c'est qu'une entrée? C'est ce qu'on appelle la consigne. C'est-à-dire que l'entrée, c'est de dire je veux distinguer les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0, par exemple, quand je veux distinguer des nombres. L'input, c'est quoi? C'est un jeu de données avec un certain nombre de valeurs à la sortie, donc des images, par exemple, en disant bah, telle image correspond à un chat, telle image correspond à un chien. Ça, c'est ce qu'on appelle le input. Ensuite, ce qu'on va faire avec l'entrée, on va chercher à minimiser la correction à apporter. On va chercher à minimiser l'erreur du système. Donc, je vais revenir après sur l'erreur du système. La grosse matrice que je vous ai présentée, il y a 2 slides, hop là, pardon, il y a 2 slides, pardon, il y a une slide. Cette grosse matrice-là, en fait, c'est des poids et des calculs mathématiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici ajuster à chacun des endroits les petits poids qui sont en entrée et en sortie de chacun des réseaux de neurones. Et on va faire apprendre, donc du coup, ce qu'on a dit, les poids, on va les ajuster au fur et à mesure pour que ce gros bloc au milieu commence à apprendre à reconnaître un chat et un chien. Donc on a des poids existants, on va démarrer avec des poids d'une valeur quelconque, et on va ajuster les poids, et on va obtenir une nouvelle valeur de poids sur laquelle on va évaluer, donc on va repasser une nouvelle image, on va regarder qu'est-ce que ça donne avec cette nouvelle valeur, ces nouveaux valeurs de poids. Et ce output qu'on va voir, on va dire c'est mieux ou c'est moins bien qu'avant. Si c'est mieux, parfait, je continue dans la direction dans laquelle je suis. Si c'est moins bien, il faut que je revienne en arrière, puis peut-être que j'aille dans l'autre sens. Ça, c'est ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient. Donc on va les regarder à la sortie, on va regarder dans toutes ces grosses matrices, qu'est-ce qui a influencé quoi sur la décision, et on va essayer de trouver et de changer les petits potentiomètres, les petites valeurs à droite, à gauche, qui vont me permettre à terme d'obtenir une minimisation de mon erreur en sortie. Donc je vais chercher à faire le moins d'erreurs possible en sortie. C'est ça le but. Donc la rétropropagation du gradient, ça a été la grosse invention de Yann Lequin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a permis de savoir à quel endroit je devais ajuster cette énorme matrice. C'est ce qu'on appelle la minimisation de la loss. Et puis il y a un petit truc qui vient ici, ce que vous avez vu, c'est le learning rate, c'est ce correcteur-là. Et vous allez voir juste après, c'est extrêmement important de comprendre ça, parce que si je passe ma vie à corriger de façon complètement brutale les valeurs, ma chambre, elle va faire plus 25 degrés, 18 degrés, plus 25 degrés, 18 degrés. Donc le système va passer son temps à osciller, et je peux vous assurer que si vous êtes dans un avion et que le système il oscille, bah, vous allez avoir des petits problèmes, vous allez avoir envie de vomir au début, et puis l'avion il risque de casser aussi. C'est la même chose pour les réseaux de neurones. Si on n'ajuste pas correctement ces valeurs et qu'on ne regarde pas la sortie, qu'on ne l'ajuste pas par rapport à ce qu'on avait prévu d'avoir à l'origine, la valeur idéale, on va avoir des petits problèmes et les réseaux de neurones vont partir complètement n'importe comment. Et vous n'avez pas envie de ça. Donc je pousse un peu plus loin le parallèle. Notre but, quand on entraîne un réseau de neurones, c'est de ce qu'on appelle soit minimiser la loss, okay, ou on va aller chercher, par exemple, d'avoir la meilleure précision d'un système. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plusieurs autres méthodologies qui peuvent se faire, mais on va dire que la précision, c'est comment votre modèle répond correctement oui. Et le but, c'est qu'il réponde le plus souvent oui quand il est supposé répondre oui, okay, ou correctement. C'est la courbe que vous voyez en violet ici. Quand le réseau de neurones va s'entraîner, au début, je vous ai dit, il part complètement random. Les poids que je vous ai dit, dans l'intérieur des matrices, il part de façon complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'il se trompe une fois sur deux. Une fois sur deux, il a raison, une fois sur deux, il a tort. 50-50, c'est le jeu de pile ou face. Puis le but, c'est de réduire ce pile ou face pour qu'il soit de plus en plus précis. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure de l'entraînement, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à atteindre quasiment 1. Pour votre information, en 2018, donc il y a 2 ans, le taux d'erreur sur la détection des nombres
était de 0,18%. Et c'est extrêmement faible. Parfois même, c'est plus faible qu'un humain, parce qu'entre un 7 et un 3, moi, je ne suis pas toujours capable de distinguer. Mais si un système est capable d'analyser 60 000 écritures différentes, au bout d'un moment, il va comprendre la différence entre un 3 et un 7, le genre de choses que moi, je ne suis pas capable de faire parce que je n'ai jamais vu 60 000 écritures différentes. C'est ça la valeur du deep learning. Donc, je vous ai parlé de la précision. Ici, le but, ça va être de monter jusqu'à 100% de précision. Alors, ce n'est pas 100%, mais on va dire s'approcher de ça. De même que votre radiateur, le but, c'est d'atteindre la valeur de consigne, c'est-à-dire les 20 degrés que j'avais décidé dans ma salle. OK? Ça, c'est le premier parallèle. J'ai une valeur théorique que je dois atteindre et le système va chercher à l'atteindre. OK? Logique. Mais pour ce faire, le radiateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va délivrer de la puissance. Et quand il fait 16 degrés pour arriver à 20 degrés, je vais essayer d'y arriver le plus vite possible. Donc, je vais mettre vraiment la patate. Je vais y aller comme un malade, je vais mettre beaucoup de puissance. Et c'est là que sur vos radiateurs, vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode écho, vous avez le mode boost, vous avez tout ça. Ce mode écho et ce mode boost, le but, c'est de mettre combien de puissance je mets au départ pour atteindre ma valeur de consigne. Okay, donc ça va chauffer dur. Et si vous vous souvenez sur les anciens radiateurs, pour ceux qui commencent à être vieux comme moi, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand j'étais jeune, les radiateurs, c'était des grille-pains. Vous l'allumez, c'est soit allumé, soit éteint. Et qu'est-ce qui se passait? Soit il faisait trop chaud, soit il faisait trop froid. C'est parce que ce n'étaient pas des systèmes asservis. Ce qui leur manquait dans ces radiateurs-là, c'était la prise de mesure et l'ajustement. Et du coup, c'est très désagréable comme système. Et ce n'est pas ce que vous voulez quand vous voulez détecter le cancer. Vous ne pouvez avoir ni trop chaud, ni trop froid. Vous ne voulez pas détecter une fois de temps en temps le cancer, et puis parfois je passe à côté. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de système. Donc les radiateurs, ils ont été ajustés pour notre confort. Les réseaux de neurones ont été ajustés pour notre précision, la précision des systèmes qu'on utilise. Donc ce qu'on va faire dans ces systèmes, ce qu'on appelle asservis, avec une boucle de rétroaction, donc une boucle qui vient réajuster les valeurs de correction, on va voir que la puissance elle est très élevée au départ, et puis au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin, de la valeur qu'on cherche à atteindre, on va réduire la puissance, parce que l'écart, ce qu'on appelle l'écart statique, donc l'écart entre la valeur théorique et la valeur sur laquelle on est, il est suffisamment faible pour qu'on ne fasse que des mini-corrections. Et bien on va faire la même chose avec les réseaux de neurones quand on va les entraîner. Cet écart de consigne, cette valeur, cette puissance qu'on va ajuster, c'est ce qu'on appelle le learning rate. Vous vous souvenez, on avait parlé de poids, de valeur dans ces matrices-là. On va leur donner plus ou moins de force à chacune des petites cellules de décision. Et au fur et à mesure du temps, on va corriger, on va dire, mais beaucoup de puissance dans cette cellule-là, elle vaut beaucoup, elle a beaucoup d'importance. Cette petite boîte en haut à droite, vous vous souvenez, la petite courbe qui faisait la courbe du haut, la convexe. La courbe convexe, elle avait beaucoup de poids sur le 0, pardon. Mais elle avait peu de poids, par exemple, sur le 5. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, on va peut-être tempérer chacune des boîtes sur chacune des décisions. Et il faut que cet ajustement de puissance de chacune de ces petites boîtes, c'est ce qu'on appelle le learning rate. Okay, on va lui donner d'un coup beaucoup de puissance, peu de puissance, beaucoup de puissance, peu de puissance. Puis à la fin, on va dire, bon, bah, tu t'ajustes, mais tu t'ajustes doucement. C'est ce qu'on appelle le learning rate. Et regardez ces courbes-là, c'est magnifique. La correction par la puissance sur un radiateur pour atteindre 20 degrés, c'est la même chose que cette courbe-là de correction de l'erreur de chacune de ces petits éléments de la matrice pour atteindre le 100% dans un réseau de neurones. C'est pour ça qu'un réseau de neurones, c'est exactement pareil qu'un radiateur, mais pas le radiateur de vos grands-parents, le radiateur qu'on a aujourd'hui à la maison avec un thermostat. Il n'y a rien de plus simple. Vous avez compris 99% de ce qui se passe dans un réseau de neurones. Puis après, vous allez me dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a différents types de réseaux de neurones? J'entends qu'il y a des choses incroyables qui se passent à droite, à gauche, des nouveaux réseaux de neurones, etc. C'est parce que nos cas d'usage ne sont pas forcément les mêmes. Et ça, c'est important que vous le compreniez. On fera une autre session bientôt de webinar où on va parler plutôt, ce sera plutôt pour les DevOps. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les mathématiques. Je veux vraiment parler aussi aux devs et aussi aux gens qui gèrent les projets et tout ça. Il faut que vous compreniez qu'un réseau de neurones ne va pas tout faire. Ça va dépendre de votre cas d'usage. Par exemple, si je fais de l'antifraude, donc je cherche à me protéger de la fraude, ce que je vais chercher à faire, c'est que ce n'est pas grave si j'ai des faux positifs. C'est pas grave si quelqu'un qui ressemblait beaucoup à un fraudeur a été mal qualifié et que je l'ai quand même, par exemple, sur mon téléphone portable, je lui ai envoyé ce qu'on appelle un 3D Secure, c'est-à-dire que je lui ai envoyé un code de validation d'achat en ligne. Parce que, mine de rien, peut-être que tu n'es pas un fraudeur, mais je vais quand même me permettre de considérer de base que tu es un fraudeur parce que j'ai des enjeux d'argent. Mais d'un autre côté, il y a des moments où vous ne voulez pas
augmenter cette chose-là. Par exemple, vous ne venez pas annoncer à la Terre entière ou à trop de monde qu'ils ont le cancer parce que vous, de votre côté, vous êtes peut-être, vous avez été peut-être un peu trop généreux avec la fonction qui dit positivement que la personne elle a un cancer. Donc toute la valeur en fait des réseaux de neurones, il va y avoir ce qu'on va regarder la précision, le recall. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pour faire simple, combien d'éléments ont été considérés positifs et qui auraient dû être considérés positivement, puis combien d'éléments ont été considérés positifs mais qui n'auraient pas dû être considérés positifs. C'est ce qu'on appelle les faux positifs, les faux négatifs, les vrais positifs, les vrais négatifs. Okay, je vous passe ce truc-là, mais c'est juste pour vous dire que chacun des réseaux de neurones va avoir une façon différente dans son entraînement et dans les consignes qu'on va lui donner pour réagir en fonction du cas d'usage que vous voulez mettre. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que quand vous embarquez un système, par exemple de reconnaissance d'image dans une voiture, ou que vous embarquez un système de reconnaissance d'image pour de la cancérologie, vous n'allez pas avoir les mêmes exigences. Exemple, si je travaille sur la détection du cancer, c'est pas grave si je mets 4 minutes à trouver effectivement que la personne a un cancer ou pas. En revanche, chaque image dans ma voiture autonome qui mettrait 4 minutes à s'analyser, c'est peut-être un peu long pour détecter le piéton et freiner. Donc chaque réseau de neurones a un objectif qui est bien spécifique. Il y en a certains, le but, ça va être de réduire les erreurs, par exemple. Il y en a d'autres, le but, ça va être de... C'est pas grave si on fait un peu d'erreurs, mais le but, ça va être de réduire ce qu'on appelle le temps d'inférence, c'est-à-dire le temps de détection une fois que mon réseau a été entraîné. C'est la question, ça va être très précis, mais ça va mettre 4 minutes. Alors, c'est pas le cas, mais on va dire que ça va mettre... pardon, celui-ci, ça va être... alors, ça dépend des réseaux de neurones. Il y en a certains qui vont être plus gros et qui vont avoir une très petite temps d'inférence et une très grande précision, et une très petite précision et inversement. Donc, les anciens réseaux de neurones, ce qu'on voyait, c'est qu'ils mettaient très longtemps à détecter les chats et les chiens, puis c'était peu précis, puis au fur et à mesure du temps, ce qu'on voit, c'est que les temps sont de plus en plus courts, les précisions sont de plus en plus élevées, et en fonction de certains réseaux de neurones, par exemple, si je prends celui-ci, le MobileNet, il va être très léger, très petit, il va s'embarquer par exemple sur des téléphones mobiles, mais il va peut-être être un peu moins précis, mais il va tenir sur une puce d'un téléphone mobile. Là où d'autres vont être plus gros, par exemple, et vont pouvoir tenir dans un système de radiologie. Donc chaque système a un cas d'usage qui lui est dédié, en général. La réalité, c'est que si vous regardez sur tout ce qu'on a travaillé, je conclue là-dessus, puis j'irai un petit peu dans le détail après, il n'y a rien de compliqué dans les réseaux de neurones. On regarde une image. On va passer une lampe torche, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui va scanner l'image avec les quelques bouts, les fragments, les formes qui m'intéressaient. Convexe, concave, droite, oblique, etc. Des formes basiques. Elles vont devenir de plus en plus complexes en fonction que je rajoute des couches au réseau de neurones. Donc on parle de deep learning parce que c'est de plus en plus profond cet apprentissage. Et par exemple, dans les dernières couches d'un réseau de neurones, on peut par exemple commencer à distinguer des pneus de voiture. On peut commencer à distinguer des visages. C'est-à-dire qu'il commence à comprendre le concept de visage, il commence à comprendre le concept de roue. Mais encore une fois, c'est juste de la mathématique. C'est juste des matrices que j'ai empilées, avec des lampes torches qui n'ont fait que scanner chacune des matrices qui étaient précédentes. C'est pas compliqué du tout. À la fin, ce qu'on appelle, on généralise. En fait, on va tout mettre ça sous forme d'une grosse boîte, ce qu'on appelle souvent les boîtes noires que les journalistes appellent régulièrement dans les médias et tout ça, mais en fait, c'est pas une boîte noire, c'est une matrice, on peut tout expliquer, ok? C'est juste que c'est mathématiquement très long à expliquer. Et ça, c'est ce qu'on appelle une matrice d'inférence. Et cette matrice d'inférence, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais l'embarquer dans un système, ok? Alors, ça peut paraître compliqué comme ça, et vous dites, ah, je dois tout entraîner de zéro, etc. En fait, il y a plein de logiciels qui existent, il y a plein de librairies qui existent, et un réseau de neurones, en fait, ça peut être beaucoup plus simple à entraîner que ce que vous ne le pensez. Je vais revenir à mes slides précédentes. Hop, je vais y arriver, désolé. Voilà, cette slide-là, elle m'intéresse. Parce qu'en fait, vous pensez qu'un réseau de neurones, on va aller de là à là et que vous allez écrire toute la mathématique. La réalité, c'est que tout ça, c'est déjà plus ou moins inclus dans des architectures qui ont déjà été préfaites. Et en réalité, très souvent, la seule chose que vous avez à entraîner sur un réseau de neurones, c'est ces couches-là. Les dernières couches, les couches de sortie. On va garder tout ça au début et on va juste ajuster la fin. Pourquoi? Parce que je vous expliquais qu'en fonction des couches
qu'on avait, on détecte des patterns. Mais je suis désolé, la détection entre un chat et un chien, une voiture de marque BMW contre une voiture de marque Volvo, en réalité, il y a plein de concepts que j'ai appris en amont que je peux réutiliser. Le concept de roue est toujours là. Le concept de pare-brise est toujours là. Le concept par exemple, je vais y arriver, de rétroviseur. Toutes ces choses-là, c'est des concepts qui ont été appris au fur et à mesure. Et donc, je n'ai pas besoin de tout réentraîner ici. J'ai besoin de réentraîner la fin. Okay ? Alors, bien sûr, comme je disais, il y a des cas d'usage. Si vous utilisez des réseaux qui ont été entraînés pour voir des objets à taille humaine, okay, donc des chats, des chiens, une souris, un ordinateur, ce genre de choses, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ce soit la généralisation qui a été faite en amont ici, l'entraînement qui a été fait en amont, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ce soit hyper performant quand vous allez faire de la microbiologie. Parce que je ne vois pas comment vous allez pouvoir réexploiter le concept de roue, en tout cas ce qui s'approche du concept de roue, pour de la microbiologie. Ça va être compliqué. Okay ? Et puis, idem pour les images spatiales. Si je prends des images de télescope, ça va être compliqué d'adapter tout ce que j'ai entraîné sur un concept de roue, de voiture, de téléphone et compagnie, sur ce type d'image, pour en faire une exploration spatiale ou une image satellitaire. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une notion aussi de voir de comment a été pré-entraîné le réseau de neurones, sur quel sujet il était pré-entraîné, dans quel contexte. Et si c'est adapté, à ce moment-là, on peut réentraîner ce qu'on appelle les dernières couches. On n'est pas obligé de réentraîner la totalité du réseau de neurones. Et c'est ce qu'on appelle le transfer learning, c'est-à-dire le transfert d'apprentissage d'un domaine de connaissance à un autre domaine de connaissance. Okay ? Je vais aller retourner à la fin. Donc, j'étais ici. Tout ça, en fait, je l'explique de façon un peu plus détaillée dans ce blog post en particulier, le Deep Learning expliqué à ma fille de 8 ans. Je vous conseille d'aller le lire si la présentation vous a intéressé. Je vais un petit peu plus loin parce que là, je vous ai parlé de certains nombres de sujets. Là, je vous ai parlé des plans aujourd'hui. Vous vous souvenez, j'ai 4 sujets. J'ai les plans, j'ai les matériaux que j'ai besoin pour construire un réseau de neurones, la robotique, donc les outils qui me permettent de le faire, et puis les experts. J'ai ce deuxième blog post qui pourrait vous intéresser si vous vous intéressez à tous ces outils, cette robotique, ces outils spécifiques qui vous permettent de plier ces tonnes de tôle. Ça, c'est ce qu'on appelle les GPU et vous pouvez regarder comment est fait un GPU. Et puis il y a eu des annonces la semaine dernière de Nvidia sur les nouveaux GPU et puis j'ai mis à jour ce petit chose-là et puis j'explique ça avec des Pokémon, c'est assez, le but c'est que ce soit un peu marrant. Et puis si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans le détail de comment on entraîne un réseau de neurones, vous pouvez aller voir ce troisième blog post-là qui va détailler peut-être un petit peu plus loin en parlant un petit peu plus de mathématiques. Moi, ce que je vous conseille, si jamais ça vous tente, si vous êtes un peu DevOps, développeur, etc., vous avez un petit peu les mains dedans, vous faites un petit peu de Python, je vous conseille très fortement, mais très très fortement d'aller voir ce site-là, qui pour moi est la plus belle référence de ce qu'on fait, de ce que j'appelle du bon sens paysan. C'est avec le bon sens qu'on va réussir à vous faire entraîner les réseaux neurones. Okay ? Souvent, les cours qu'on voit en ligne, ils vont vous parler des mathématiques. Okay ? Moi, ma question, c'est comment est-ce que j'entraîne un réseau, comment est-ce que j'obtiens des résultats sur un réseau neurone. C'est pas la mathématique derrière. Et si je devais faire l'équivalent, quand je demande s'il va y avoir une bonne récolte de patates, j'ai pas besoin d'avoir la pluviométrie, le taux de calcaire dans le sol, etc., pour savoir si la récolte est bonne. Moi, ce que je veux, c'est arriver rapidement au résultat avec le bon sens. Et ce site-là est probablement le meilleur que j'ai jamais vu pour apprendre ça. Vous êtes DevOps, un peu dev, etc., vous faites un peu de data et allez voir ça, vraiment. Ensuite, ben, évidemment, moi, je fais de la promo, mais j'ai un podcast que je ne tiens plus trop à jour, mais en tout cas où j'allais voir différentes personnes qui traitaient des sujets de la data. Donc, vous pouvez écouter ces podcasts-là si ça vous intéresse. Et surtout, je vous conseille très fortement au niveau francophone ce podcast-là qui s'appelle Big Data Hebdo, qui est vraiment extraordinaire. Enfin, chez nous, donc on a différents types de produits. Je vous laisserai aller voir chez OVH dans le manager d'OVH, mais je vous en montre un qui est un peu cool, qui s'appelle Marketplace. Vous aurez les liens du coup dans les présentations. Je vais vous faire un petit exemple de ce qu'on peut faire avec des réseaux de neurones. C'est assez sympa. Est-ce que je vais arriver à cliquer là-dessus? Oui, c'est bon. Je prends une photo. Je prends une photo de moi. Hop. J'en ai pour une seconde. Voilà. Donc, je vais prendre une photo. Ah, il a retourné, donc je vais en prendre. Excusez. Il m'a pris une mauvaise photo. Hop, je vais prendre une autre photo. Je prends une photo, par exemple, de ça. OK.
c'était le lancement qui devait avoir lieu hier. Et ce que je vais faire, par exemple, je vais aller détecter si oui ou non il y a de la nudité dans la photo. Il va me dire si oui ou non il y a de la nudité dans la photo. Et ce qu'il va me dire, c'est qu'à 99,98%, il n'y a personne de nu dans la photo. Ok, je ne vous fais pas l'exemple avec le positif, parce qu'il y a mes photos de vacances dessus. Donc, je vais éviter ça. Je vais vous prendre une photo où je vais voir un visage. Alors, hop. Je vais en trouver une avec un visage. Hop là, excusez. Je suis désolé. Je vais mettre mon visage. OK. Donc ça, c'est mon visage. Et ce que je peux faire avec le réseau de neurones, c'est que je vais être capable de détecter, par exemple, je vais être capable de détecter un visage grâce aux différentes formes. Et vous allez voir, je vais être capable de le flouter. Ça, pour vous, ça vous prend 1 milliseconde de détecter le visage, mais c'est très compliqué pour un ordinateur. Et ça, typiquement, il y a des cas d'usage d'anonymisation automatique de vos données. C'est des choses qui sont maintenant devenues extrêmement simples. Et si je vous mettais toutes les caméras de sécurité d'une ville entière, par exemple, et que vous deviez l'anonymiser, ça vous prendrait mais des mois et des mois à faire. Là, avec l'intelligence artificielle, vous êtes capable de le faire super rapidement. Donc, il y a plein de choses qu'on est capable de faire. Colorisation en noir et blanc, reconnaissance de caractère. Je vous passe tous les détails, mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui sont assez cool. Donc, je vous laisserai essayer ça. Je vais revenir en arrière. Hop. Comment est-ce que je fais pour revenir en arrière, Horatio? Pitié, aide-moi, c'est bon, j'y suis, j'y arrive. Et tout ça, je vais y arriver. Ouais, bah, je fais les réseaux neurones, mais par contre, j'ai un petit peu de mal avec le reste. Hop, et tout ça, en fait, vous l'avez aujourd'hui, c'est gratuit sur la marketplace. On est en train de sortir des produits pour vous aider à traiter vos différents sujets, vos cas d'usage. La marketplace, elle est gratuite aujourd'hui, et tout ce que je vous ai montré avec le petit navigateur, en fait, c'est extrêmement simple. Vous pouvez aller sur la marketplace et c'est des API gratuites. Donc, vous êtes web développeur, etc. Vous pouvez intégrer tous ces produits dans votre site. Par exemple, le floutage de texte. Voilà. Ici, ça a détecté le texte et ça l'a flouté automatiquement, juste avec un call API. J'en ai plein d'autres. Si vous voulez, j'en ai qui sont, par exemple, celui-là est assez marrant, c'est de la prédiction de texte. Par exemple, je lui dis le camembert est, il va me proposer plusieurs résultats. Le camembert est délicieux, le camembert est excellent, succulent, merveilleux, parfait, bon et délicieux, etc. Vous pouvez par exemple imaginer l'autocomplétion sur votre site internet ou dans vos systèmes. Il y a le face blurring que je vous ai déjà présenté. Il y a retirer le background d'une image, on retire le fond d'une image. Ça peut être très pratique, par exemple, si vous avez un petit site web, vous avez un enregistrement et vous avez besoin de la tête de la personne, d'isoler le background, le fond. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez plein d'autres systèmes de traitement de texte, etc. Donc, on peut faire énormément de choses avec les réseaux de neurones. Le but de cette marketplace, c'est de vous montrer les capacités de ce genre de système. Voilà, donc je passe tous les détails, mais il y en a des assez sympas là-dedans. On peut même séparer le son. On peut augmenter la résolution d'une image. On peut faire de l'analyse de sentiments. Enfin, voilà. Vous voyez, tous les sujets comme ça, je vous laisserai aller dessus. C'est assez sympa. Hop, je vais retourner à la présentation. Et tout ça, c'est extrêmement simple à faire. Et tous les codes, la plupart des codes sont open source. Je pense que 90% de ce que je vous ai présenté est open source. Donc vous allez juste dans les détails et vous verrez le lien vers le code open source pour faire ce genre de choses. Voilà, voilà. Maintenant, je suis disponible si vous avez des questions. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Il y a quelques questions. Je ne sais pas si tu vois à droite le panneau de questions. Sinon, je peux te les lire. Le panneau d'outils, tu vois. Attends un instant. Si tu ne les vois pas, je vais essayer de te donner la permission de les voir. Non, c'est bon. Je vois des questions. J'ai pas de questions. Je peux poser des questions, mais je peux pas voir les questions. Sinon, tu peux me les lire à l'oral. Bon, bah. C'est pas grave. Question, pouvons-nous demain imaginer de l'intelligence artificielle dans la gestion de projets? Si je processe les data de performance des équipes, par exemple? Alors, en réalité, je vais vous dire que moi, je viens du monde de la gestion de projet. J'ai fait mon master là-dessus en IA et en gestion de projet. Enfin, appliqué à la gestion de projet. En fait, les méthodes qu'on voit sur l'intelligence artificielle sont des méthodes qui sont utilisées depuis extrêmement longtemps en gestion de projet. Donc, c'est les simulations Monte Carlo, tout ce genre de choses, en fait, sont des concepts qui sont extrêmement similaires à ce qu'on utilise en entraînement de réseaux de neurones. Donc, l'optimisation des plannings, par exemple, ce genre de choses. Donc,
oui, quasiment, je dirais que ça existe déjà, parce que les méthodes étaient déjà existantes pour l'optimisation des plannings. Simplement, là, on l'applique à d'autres domaines. Ensuite, pour l'optimisation des ressources, c'est ça. Oui, tout à fait, on peut l'utiliser pour l'optimisation des ressources. Ça ne va pas ressembler au réseau de neurones. En fait, ce qu'on va utiliser, c'est souvent, on va utiliser des algorithmes génétiques qui vont faire plusieurs scénarios et vont trouver les meilleurs scénarios au fur et à mesure. Donc, encore une fois, les simulations Monte Carlo et toutes ces choses-là, en fait, le font très bien. Et le monde de la gestion de projet était largement en avance sur l'intelligence artificielle. Il y a énormément de statistiques dans la gestion de projet de machine learning et les méthodes sont extrêmement avancées. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle qui va venir à la gestion de projet. En fait, la gestion de projet est déjà bien en avance là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question, mais c'était ça la question. Sinon, une autre question, pouvons nous donner de multiples objectifs dans sa réseau de neurones? Par exemple, un objectif de temps de réponse, un objectif de nombre de réponses. En gros, est-ce qu'un réseau de neurones, je crois interpréter la question, peut répondre à plusieurs objectifs en même temps? Ou c'est très spécialisé? Non, 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 un réseau de neurones, il peut répondre à plusieurs objectifs. Alors, j'essaie de voir la question. On peut, en général, un objectif métier, en général, ça va avoir un objectif métier. Okay, c'est souvent ce qu'on va faire. Si vous voulez, vous pourrez regarder Andrei Karpathy. C'est un très très bon professeur de Stanford qui bosse chez Tesla. Et il en parle très bien dans un de ses talks, en fait, où il explique comment fonctionne une voiture autonome. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Je ne sais pas si on pourra envoyer des liens ensuite, je rajouterai dans les slides. Et il explique en fait que. Envoyer des liens même dans la page blog de Talk, on va mettre ce que tu voudras. Excellent, je mettrai ça. Et il explique qu'en fait, une voiture, typiquement, c'est un réseau multi-objectifs. Okay, vous avez plein d'objectifs dans une voiture. Et il y en a un, ça va être de détecter les personnes, d'autres, ça va être de détecter les objets, d'optimiser la trajectoire, optimiser la variation du volant, etc. Et en réalité, comment ils font? Ils mettent tout ça dans un gros système, et en fait, ils avaient défini au départ, ils se disent, on va faire un gros réseau de neurones multi-objectifs. Et en réalité, c'est extrêmement compliqué. Alors, ça peut se faire, okay, ils l'ont fait, mais ils ont dit qu'au niveau opérationnel, c'était trop compliqué, ils ont été obligés de redécouper en petits morceaux parce que, comme vous avez vu, quand je vous ai montré le réseau de neurones, il y a des ramifications partout. Et dès qu'on optimisait un objectif, en fait, on en cassait un autre. Donc, il y a des méthodes mathématiques pour faire ce qu'on appelle de l'optimisation multi-objectif et tout ça, mais en réalité, dans la pratique, c'est suffisamment compliqué pour qu'en fait, on isole un réseau de neurones et les sortes d'un bloc de réseau de neurones, et on va prendre les sorties, on va les rentrer dans d'autres blocs, et on va faire ce qu'on appelle une approche un peu ensembliste. C'est-à-dire qu'on va prendre plein de blocs, et à la fin, on va mettre un gros réseau de décision à la fin, qui va prendre, on fait des méta-réseaux de neurones, on fait des réseaux de neurones, en quelque sorte. C'est un peu ça le concept. Donc, il y a cette possibilité-là, et puis multi-objectif. Moi, je pense que c'était ça le fond de la question. Comment je fais du multi-objectif? Comment je sers plusieurs objectifs? La réalité, la plupart du temps, c'est qu'on va découper en plusieurs réseaux de neurones qu'on va réconcilier à la fin. D'accord. Et une autre question, est-ce que tu peux préciser la différence entre deep learning et intelligence artificielle? Ok, l'intelligence artificielle, c'est un tout. Okay, l'intelligence artificielle, le concept de l'intelligence artificielle, c'est de dire, je vais répliquer ou je vais essayer d'imiter l'humain. Okay, et dedans, il y a plein de méthodes différentes. Mais globalement, on va voir à peu près 3 familles. La première famille, c'est ce qu'on appelle les systèmes experts, où maintenant on parle d'intelligence symbolique ou de symbolisme, etc. En fait, on va représenter avec des symboles ce qui se passe. On va dire si jamais il se passe ça, alors, etc. Ça ressemble beaucoup à des arbres de décision. Les systèmes experts, c'est des choses qui sont extrêmement vieux et qui fonctionnent très bien. Et la personne qui a posé les questions sur la gestion de projet, ça ressemble beaucoup à des diagrammes PERT, si vous avez fait ça en gestion de projet. Ça, c'est le premier monde, les systèmes experts, ou l'intelligence artificielle symbolique, on le dit un peu maintenant. Ensuite, vous avez le monde du machine learning. Encore une fois, dans le monde de l'intelligence artificielle, où on essaie de répliquer l'intelligence artificielle. Le monde du machine learning, c'est le monde des maths. Okay, et dans le monde des maths, il y a un monde particulier qui s'appelle le deep learning. Mais cette bulle-là est devenue tellement grosse que finalement, on a commencé à la dissocier de la partie machine learning. Donc, on a finalement 3 mondes qui se sont dessinés. Le symbolique, ou les systèmes experts, si vous préférez. Le machine learning, qui ressemble beaucoup à de la statistique. En fait, finalement, c'est de la statistique appliquée à grande échelle et
avec la boucle de rétroaction, la statistique, c'est le radiateur de vos grands-parents. Okay, c'est l'humain qui dit il fait trop chaud, il fait trop froid. Le machine learning, c'est la statistique, c'est le radiateur de vos grands-parents plus le thermostat. C'est la statistique qui s'est, entre guillemets, auto-corrigée, qui s'auto-corrige, qui fait de l'apprentissage automatique. Puis le troisième, c'est le deep learning, qui faisait partie du machine learning, qui est devenu tellement gros qu'on en fait un pan à part. Et aujourd'hui même, il y a des gens qui disent que l'intelligence artificielle, c'est le deep learning. Moi, je ne suis pas trop d'accord, à titre personnel. Je pense qu'il faut toujours avoir une couche de décision en sortie, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent se faire de façon automatique, mais il y a une grande partie du travail qu'on ne peut pas faire de façon automatique et qu'il va falloir avoir un certain type de règles ou un certain nombre de règles en sortie, donc de rajouter des symboles en sortie pour s'assurer qu'on maîtrise bien la décision qui est prise à la fin. Donc c'est ce qui fait beaucoup peur dans les médias, les boîtes noires, on ne maîtrise plus, etc. La réalité, c'est qu'il faut, c'est comme dans tout système, la vraie réponse, elle est hybride. Elle n'est jamais un système ou l'autre. J'espère avoir bien détaillé les 3 pans de ce qui constitue l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je pense. C'est drôle parce que dans ta réponse, tu as parlé d'un diagramme de perte et la question suivante est juste sur ça. Est-ce qu'un diagramme de perte peut être automatisé avec de l'intelligence artificielle? Oui. Enfin, oui, mais pas avec les réseaux neurones dont on parle aujourd'hui. Mais en fait, un diagramme de perte, oui, ça s'optimise avec des modèles mathématiques, en fait. C'est j'en viens à la gestion de projet. C'est ce que fait la gestion de projet depuis des années. Alors, je sais que la gestion de projet qui utilise beaucoup de pertes est un, on va dire, est un pan de métier qui n'est pas forcément valorisé sur ces sujets-là, mais je peux vous assurer qu'au niveau mathématique, les enjeux sont tellement énormes sur la planification, par exemple, de la distribution, de traveling salesman problem, ce genre de choses. Des modèles qui sont très compliqués à faire en planification, c'est des enjeux tellement énormes au niveau économique que les modèles mathématiques qui sont là pour optimiser sont extrêmement bien fournis et avec une boucle de rétrofeedback en général qui a déjà été implémentée. C'est parmi les premiers à les avoir implémentés, encore une fois. Donc oui, un diagramme de perte, c'est automatisable a priori, mais plutôt sur la partie machine learning ou mathématiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question qui me fait particulièrement plaisir. Et sinon, petit aparté, il n'y a pas à dire, les OVH Tech Talk sont les meilleurs webinaires du moment et je regarde pas mal. Merci beaucoup, ça nous touche vraiment. On essaye de fournir des contenus intéressants chaque semaine et il faut avouer avec des speakers de la taille de Jean-Louis, ça devient vraiment simple de faire des super webinaires. La prochaine webinaire qu'on fera, on le fera sur comment vous entraînez comment vous faites un entraînement d'image en une ligne de code. Et maintenant que vous avez compris ce qui se passe à l'intérieur, j'espère vous voir au webinaire qu'on fera, je pense peut-être, il faut me laisser quelques semaines encore pour ajuster ça, mais j'espère vous voir. Maintenant que vous avez compris les concepts basiques, vous verrez comment on règle un radiateur avec une ligne de code. La seule chose que vous changerez, c'est la valeur du thermostat. Et puis peut-être un petit peu la puissance du radiateur doucement. En tout cas, vous aiderez le radiateur à trouver la bonne puissance. On fera juste ça avec une ligne de code, maintenant qu'on a trouvé les concepts. Et il y a une question qui nous demande si on pourrait faire un webinaire sur les hacking des réseaux de neurones. Le hacking de réseaux de neurones, c'est possible peut-être d'avoir... pas forcément sur l'hacking, mais par exemple sur la manipulation des images pour tromper spécifiquement des réseaux de neurones et des sujets de ce type-là. Moi, je suis complètement partant. Ça ressemble beaucoup à un débat, mais oui, il y a énormément de sujets là-dessus. En fait, il est possible de hacker les réseaux de neurones de plein de manières différentes, soit en brouillant l'entrée, ce que je vous avais montré, en faisant croire au radiateur. Par exemple, imaginez que je mets un fer à souder juste à côté de la sonde du radiateur et que je lui fais croire qu'il fait 60 degrés. Jamais le radiateur il se mettra en marche, mais pourtant il fera 16 degrés dans la chambre. Donc ça, c'est une façon, en manipulant l'entrée, de le tromper. Ça, c'est une façon de faire. Puis la deuxième, c'est que en regardant juste la sortie parfois d'un réseau de neurones, je peux en déduire un certain nombre de choses et on peut en déduire même des choses qui peuvent parfois être très embêtantes. On peut un peu reverse engineer la source. Donc, on peut attaquer pour faire ce qu'on appelle du differential privacy, attaquer les concepts de differential privacy en disant, je vous fais un exemple très facile. Vous regardez dans votre société, si je vous fais les statistiques des salaires et du nombre d'employés, vous allez regarder le salaire le plus élevé,
vous allez regarder les salaires, vous allez avoir le nombre de la répartition, par exemple, de nombre de personnes dans le département, et vous allez deviner très simplement à qui appartient le salaire, parce que vous avez, entre guillemets, trop de détails. Et c'est pour ça, souvent, dans les enquêtes de satisfaction, que vous allez voir, par exemple, sur les employés au sein de votre société ou les enquêtes de satisfaction client, vous allez voir que vous ne pouvez pas voir de réponse en dessous d'une certaine granularité. Donc ça encore, il y a des concepts dans les réseaux de neurones, comme on dit que c'est un peu une boîte noire et qu'on ne maîtrise pas tout ce qui rentre et ce qui sort. Il y a encore des recherches qui se font là-dessus sur comment est-ce que je peux potentiellement retrouver l'origine de la source en croisant plein de données. Okay, en faisant plein de tests, on peut trouver ça. Il y a même des gens qui se sont amusés sur des plateformes d'entraînement. Donc il y a des plateformes d'entraînement en fait, de réseaux de neurones pour des concours, ça s'appelle Kaggle par exemple. On fait des concours pour trouver le meilleur algorithme qui prédira par exemple les gagnants de la Coupe du Monde, admettons, ce genre de choses. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on cache une petite partie de la donnée pour le concours. Donc, on dit, bah, ça, vous pouvez vous entraîner là-dessus, mais nous, on garde cette partie-là pour les vérifications. Et il y en a qui ont fait tellement de tests, qui ont fait plein de tests, qu'ils ont réussi à retrouver la sortie qui était cachée et à modifier leur réseau de neurones pour qu'ils fassent exactement ce qui était attendu à la sortie. Donc, ça, c'est possible. Vous avez aussi d'autres sujets, on rentrera plus dans le détail, il y a des gros sujets éthiques. La surreprésentation ou la sous-représentation d'une catégorie ou d'une classe sociale ou d'une catégorie ethnique ou par exemple de l'égalité homme-femme. Si je vous dis une femme en blouse, très souvent vous allez dire infirmière. Et un homme en blouse, très souvent vous allez me dire médecin. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Pourquoi une femme en blouse ne peut pas être médecin et pourquoi un homme en blouse ne peut pas être infirmier? Et en fait, tout ça, tous les biais que nous on a, ils hackent nous-mêmes, nous hackons nous-mêmes les réseaux de neurones parce qu'on a des biais et on ne s'en rend pas forcément compte et le réseau de neurones apprend nos erreurs. Donc il y a possibilité, encore une fois, de hacker ces réseaux de neurones au moment de l'apprentissage en se disant, en reproduisant les erreurs qu'on fait ou en forçant la représentation d'une erreur. C'est juste des statistiques à la fin. C'est que tu as de quoi faire tout un autre webinaire sur le sujet. Ouais, j'en fais un complet. Et il y a un autre qu'on nous demande, donc merci beaucoup, c'était super, un webinaire sur les NLP, dans les Natural Language Processing. Oui, possible? Oui, c'est ma grosse passion du moment. Donc oui, carrément. On a déjà discuté donc. Cette année, je vous fais en exclu, je vous fais 2 prédictions. Et il y en a une, malheureusement, je l'ai faite il y a longtemps. Et je me suis fait avoir il y a 2 jours parce qu'elle est sortie avant que je parle de mes prédictions. La première prédiction que je vous dis, c'est que cette année, c'est l'année du NLP. C'est cette année que tout va se jouer. En fait, on est au NLP à peu près ce qu'on était il y a 3-4 ans en reconnaissance d'image. C'est-à-dire que là, il y a un gap qui vient de se faire. Là. Il y a quelque chose qui vient de se passer, ça s'appelle les transformers. Et cette année, tout va se jouer. Les bots, les chatbots qui étaient tout pourris jusqu'à maintenant vont commencer à être très intelligents. La reconnaissance de texte, l'indexation de documents va être très intelligente. Vous allez avoir une grosse augmentation, une grosse variation sur le SEO. S'il y a des gens qui sont un peu web ici, le SEO va exploser cette année. Il va y avoir des gaps monstrueux qui vont se faire parce que des gens utilisent des systèmes de génération de texte pour augmenter leur ranking. Donc, il y a des gaps qui vont se faire monstrueux. Le NLP, aujourd'hui, c'est l'année. Puis la deuxième prédiction que je vous fais, qui malheureusement s'est avérée vraie il y a 2 jours, bah, tant mieux pour eux, mais je l'avais prédit avant, c'était que la notion de transformer, donc on rentrera un peu dans le détail des transformers, les transformers vont arriver dans d'autres domaines. Donc on a pris le domaine de l'image, on l'a transcrit au texte. Là, le texte a bien compris comment fonctionnaient les réseaux de neurones, et les spécialistes, les chercheurs en traitement du langage ont bien compris les réseaux de neurones et l'ont adapté à leur propre cas d'usage, ont commencé à le travailler, et là, en fait, ils ont inventé une nouvelle méthode qui, elle-même, est en train de se reverser dans les images. Et Facebook a publié il y a 2 jours la détection d'objets basée sur la technique des transformers. Donc, il y a un reversement d'un domaine à un autre très régulièrement. Les innovations se transfèrent d'un domaine à un autre. Mais cette année, c'est le texte, ça c'est sûr. Et en fin d'année, on va commencer à avoir beaucoup de publications sur les transformers dans les images. Ça, c'est mes 2 prédictions de l'année. Il y en aura peut-être sur le speech to text, la gestion du son, qui est très en retard aujourd'hui. J'espère que ce sera le 3e domaine qui va commencer cette année à exploser au niveau de la recherche. Wow. Bon, bah, Jean-Louis, donc ça veut dire qu'on te revoit à nouveau par ici bientôt, maintenant que tu as pris goût à l'exercice. Et je vous remercie à tous d'avoir été présents dans notre Tech Talk.
On annoncera demain les Tech Talks de la semaine prochaine. J'espère vous revoir là. Donc, on le publiera sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et celui-ci sera sur la vidéo et les slides seront en ligne au plus tard lundi. Les slides, j'espère que même ce soir, seront déjà en ligne dans la page que c'est marquée juste en bas de cette slide. Merci à tous et je vous dis très bonne soirée. Merci encore, Jean-Louis. Au revoir. Merci à tous, excellente journée. Bye.